vas-y, vas-y. Est-ce que vous entendez bien? Tout à l'heure, Hakim m'a dit que oui. Ouais, très bien, super. Super, nickel. Merci. Bah, du coup, je passe la parole à Pauline qui va tout vous expliquer. C'est bon? Du coup, on y va? Allez, super. On y va. Bonsoir à tous. Bienvenue à Bel Air Camp, plus précisément Bel Air Business ici. Alors, du coup, pour ceux qui sont avec nous, et puis bienvenue On ne vous voit pas. au virtuel, mais enfin en numérique en tout cas, le distanciel. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je me mette pour qu'on voit Là, mieux. c'est parfait. Là, c'est C'est parfait. mieux? Ouais. C'est mieux. Ok. Ah bah, je me mets de ce côté-là, comme ça, j'ai pas la lumière dans la tête. Parfait. Super. Donc, bienvenue à tous. Petite introduction et après je passe la main à Romain. Déjà, merci à Guy pour l'organisation et vraiment bienvenue à tous. Bel Air Camp, c'est un réseau de tiers-lieux business. Donc, réseau, pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui 3 bâtiments, un quatrième d'ici 6 mois. Et Bel Air Camp, une idée, un projet va avoir 7 ans, qui est parti d'une rencontre en fait. Moi, j'ai fait une école de commerce et puis un parcours un peu classique en finance, expertise comptable et donc je savais que, je voulais monter mon projet, mais même si, j'adorais Excel, ça me suffisait pas pour, voilà, pour me projeter longtemps, dans la finance. Donc j'ai démissionné pour faire une école de pâtisserie pour adultes et après un CAP, vraiment où c'était vraiment, voilà, génial de faire ça 7 heures par jour. J'ai fait 1 an de voyage en Amérique latine pour en profiter avant de monter ma boîte et c'est pendant le voyage que j'ai eu envie de faire un café coworking. On était en 2015, c'était le tout début de l'engouement pour le coworking et quand je suis rentrée à Lyon, j'ai travaillé sur le projet et c'est par une connaissance commune que j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon associé. Il est promoteur immobilier, donc je cherchais un local de 200 mètres carrés pour faire mon café. Et lui, il revenait d'une visite des lieux d'innovation avec la délégation de la mairie et la métropole de Lyon. Donc, il avait visité d'immenses lieux aux États-Unis. Forcément, tout est beaucoup plus grand, qui foisonnait d'innovation et ça n'existait pas du tout à Lyon encore. Et du coup, quand moi, je lui ai demandé mes 200 mètres carrés, il m'a dit, bah, écoute, Pauline, 200, j'ai pas et ça m'intéresse pas. Par contre, 20 000 pour faire un lieu de référence sur l'innovation, ça m'intéresse. Et donc, je suis allée visiter le lieu qu'il me proposait, qui était vide depuis 6 mois parce qu'il avait installé l'entreprise qui occupait des lieux dont il était propriétaire juste à côté. Et j'ai trouvé que c'était un lieu incroyable, vraiment plein de vie, alors que c'était vide depuis 6 mois et qu'en fait, on pouvait faire beaucoup plus que ce que chacun pouvait faire parce que ce bâtiment, il était industriel. C'était les anciens locaux d'Alstom Transport, donc une grande puissance industrielle française. Et il y avait plein de choses à faire avec ce bâtiment, même si bah, voilà, il était forcément obsolète pour leurs besoins à eux, mais nous, on pouvait vraiment en faire quelque chose. Donc, on a commencé comme ça, vraiment en méthode d'effectuation, en allant rencontrer les clients. Et 3 mois plus tard, on a ouvert le bâtiment sur une toute petite partie, puisque forcément, on n'a pas fait des travaux sur tout le bâtiment. On a prototypé, on a trouvé les premiers clients qui nous ont dit bah, nous, on veut rentrer telle date. Donc, on était 10 dans l'immense bâtiment avec moi. Puis, on a commencé comme ça à faire une petite partie supplémentaire, puis une autre, puis une autre. Et à chaque fois, je leur disais, ben, vous voulez qu'on fasse quoi maintenant? Et on a co-construit en fait petit à petit. Et il y a eu plus un client, plus un client. Et au bout de 3 ans, on avait 80% du bâtiment, il y avait 55 entreprises. Et ça, voilà, ça fonctionnait super bien jusqu'au 8 octobre 2019, où ceux qui étaient à Lyon ce jour-là, la fumée dans le ciel, c'était nous. Donc là, ben voilà, c'était le premier rebond, mais qui a permis de voir que notre métier, c'est vraiment la communauté. C'est pour ça qu'on est connu dans l'écosystème à Lyon aussi, et qui a montré qu'en fait, tout le monde, tout l'écosystème, les chefs d'entreprise, mais aussi les collaborateurs, ils ont perdu bien plus qu'un lieu de travail, qui montre vraiment la valeur de notre savoir-faire sur l'animation de la communauté, et qui a aussi permis de démontrer qu'il y a 30% du chiffre d'affaires de certains membres qui sont faits avec d'autres personnes de la communauté, parce qu'on est convaincu qu'on travaille avec les gens qu'on connaît et qu'on connaît les gens qu'on apprécie. Et du coup, il faut qu'on se rencontre pour s'apprécier, se connaître et donc avoir envie de travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment notre métier. Et donc aujourd'hui, on le décline depuis l'incendie, on a rebondi grâce à la communauté d'ailleurs qui nous a suivis et qui nous a attendus. Et donc dans le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui, qui s'appelle Bel Air Business, où on a des bureaux privatifs et des surfaces mutualisées et d'événementiels comme la salle dans laquelle on est aujourd'hui, ouvertes à l'extérieur aussi. On a Bel Air Industrie, où là, c'est des surfaces d'atelier pour stocker, produire, prototyper. Donc, vraiment des surfaces privatives de typologie atelier et encore des espaces communs. On a Bel Air School qui a ouvert depuis 2 semaines, où là, c'est de la mutualisation de salles de formation pour aider les organismes de formation à avoir des espaces qui sont compatibles avec leurs besoins et notamment les ERP.
Et dans 6 mois, on aura Bel Air Textile pour la filière du textile, donc des ateliers, tout tourné autour de la filière et des besoins textiles particulièrement. Voilà, donc aujourd'hui, Bel Air Camp, c'est une centaine d'entreprises sur plus de 17 000 m² et une équipe de 15 personnes pour gérer tout ça au quotidien, dont Élodie qui est là avec moi aujourd'hui et qui représente, voilà, qui gère Bel Air Business, tout ce bâtiment. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus, on est à votre disposition. Alors malheureusement pas ce soir, mais Guy fera le relais avec plaisir, j'imagine. Et encore merci et je passe la parole à Romain. Merci pour l'accueil. Avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus. Merci Pauline. Merci à vous. Merci d'être présent. Je m'appelle Romain Galabert. Moi, je travaille ce soir pour Startup Leadership Programme, qui est une association qui a été créée par et pour des fondateurs. Startup Leadership Programme, que je vais appeler SLP, c'est une association qui est destinée à accompagner les créateurs d'entreprises et de les former sur plusieurs mois pour leur permettre d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite. SLP, c'est 24 ateliers sur 8 mois, entre le mois de septembre et le mois d'avril, répartis entre des samedis toute la journée et des mercredis soirs, pendant lesquels on aborde différents sujets, notamment tout ce qui est la relation entre les associés, la recherche de financement, le mix avec le produit, market fit, toutes ces informations qui font que l'entrepreneur va être accompagné et va permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc, on est ravis d'être accueillis ici au Bel Air on remercie beaucoup Pauline de nous avoir accueillis. Je vais passer la parole donc à Alix et Fanelli qui vont vous présenter les solutions pour faire appel à des fonds publics dans le cadre de vos financements. Merci. C'est Alix qui va commencer. Ouais, bonjour à tout le monde et merci d'être là ce soir. Fanelli et moi, on est de l'entreprise Self & Innov qu'on va vous présenter rapidement. On a chacune des expertises différentes et c'est pour ça qu'on va intervenir l'une après l'autre. L'idée, c'est de vous présenter toutes les aides publiques qui peuvent vous permettre de financer et d'accélérer vos projets d'innovation, quelle que soit la maturité du projet et quelle que soit la thématique du projet. Donc Self & Innov, c'est une entreprise qui existe depuis 7 ans aujourd'hui. C'est une entreprise qui existe depuis 7 ans aujourd'hui et qui a la particularité d'être la première et la seule plateforme autant utilisée par les startups pour aller justement chercher ces financements de l'innovation. Et donc, c'est une plateforme qui en fait, va développer plusieurs outils, des outils de diagnostic, mais aussi des outils vraiment pour travailler dans le fond de la conception des dossiers qui vont être à construire pour aller chercher les aides. Et Anaïs, si tu veux. Oui, bien sûr. On branche juste un pointeur et après, ce sera plus pratique. Juste pour vous décrire un petit peu comment on pensait faire la présentation de cet événement. Je pense que vu le nombre qu'on est, on peut peut-être faire un rapide tour de table des différents profils et des différents projets que vous avez pour aussi calibrer notre présentation derrière. Et ensuite, l'idée, c'est de vous présenter les typologies d'aides que vous pourrez aller activer pour financer vos projets. Et on voudrait vous proposer de passer des diagnostics en ligne qui vous permettent de savoir si vous êtes éligible ou non à certaines aides et dans quelle mesure vous pourrez récupérer ensuite des financements sur ça. Voilà, Voilà, aujourd'hui, Self & Innov, on accompagne 700 startups, TPE, PME, dans tous les secteurs d'activité, globalement. Et voilà, la plateforme qui a été créée chez Self & Innov, elle permet 2 étapes. La première, c'est du coup de tester l'éligibilité des projets et des entreprises. Est-ce que mon entreprise, elle est éligible à tel ou tel dispositif ?
Donc, en l'occurrence, CIR, C2I, GEI et subventions. Et ça peut être fait en 5 minutes sur la plateforme. Et une fois qu'on a une idée de l'éligibilité et même des enjeux, parce qu'on peut aussi tester les enjeux, évaluer les enjeux, une fois qu'on a ces informations-là, que vous avez les informations, vous pouvez, on peut regarder ensemble. La plateforme, elle permet en fait de créer le dossier pour faire le calcul et le dossier technique pour justifier les calculs aussi, et les montants de CIR et d'aide, tout confondu d'ailleurs, qui sont levés, en tout cas obtenus via ces dispositifs. Et donc, ça peut être fait via la plateforme, selon deux modèles dont on pourra discuter après, guidé de pas à pas, en tout cas de A à Z, grâce aux experts de Self-Innov, grâce à vous et aux experts de Self-Innov. On fait le tour de table maintenant? Oui. Du coup, on peut peut-être commencer par les personnes, par vous. Alors, je vous passe le micro. Comme ça, tout le monde entendra. Parfait. Bon, eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Mehdi Yamba et je suis le fondateur de l'agence marketing musicale Redwood Music TV, qui a vocation principalement d'aider les artistes à trouver des solutions à leurs problématiques, que ce soit pour trouver des scènes, pour performer, que ce soit pour financer leurs albums, parfois faire des interviews radio, ce genre de choses. Et actuellement, j'ai justement un projet en collaboration avec ces mêmes fameux artistes, en fait, de créer justement une marque de vêtements en collaboration avec eux, qui est aussi une marque de vêtements NFT. Donc voilà, c'est un projet qui se fait avec ces fameux artistes. Et donc, quelque part, c'est un petit peu pour valoriser aussi un petit peu leur art. Parce qu'en fait, avec les NFT, on peut très bien y implémenter des musiques inédites, des clips vidéo inédits. Et en même temps, ça permettra peut-être de renforcer un peu plus le rapport qu'ils ont avec leurs followers, leurs fans, leur communauté. Voilà, tout simplement. Merci. Bonjour, Philippe Lapierre. Alors moi, j'ai inventé une tablette pour fauteuil pour les seniors. La bonne nouvelle du jour, et c'est pour ça que je suis d'autant plus content d'être ici, c'est que ce matin, j'ai eu mon rapport d'antériorité de brevet. Ça n'existe nulle part dans le monde. Et donc là, depuis ce soir, j'attaque une nouvelle dimension qui va être de lancer ma start-up. J'ai déjà 2 autres entreprises à côté, dans le médical, mais je veux dédier une entreprise dédiée à ce projet. D'où ma venue et votre connaissance, parce que je ne vous connaissais pas, malgré 30 ans à Lyon. Mademoiselle, peut-être. Oui, du coup, en fait, c'est embêtant avec ce câble, mais la prise de son est bien meilleure pour les gens qui sont en ligne et pour l'enregistrement. Est-ce que parmi ceux qui sont en ligne, est-ce que vous voulez aussi prendre la parole, présenter votre projet? Il y a Stéphanie, Hakim, Benoît, Anaïs. Ouais. Ah, ouais, vas-y, Hakim. Allez, pourquoi pas. Bonjour, je suis Hakim Anta, cofondateur de Tones Garden. On crée des applications dans le domaine de la musique avec comme objectif et comme mission première, c'est de permettre la meilleure expérience en termes de création musicale qui existe sur le marché. Voilà. Super, merci, Hakim. Est-ce que quelqu'un d'autre Je vais essayer. Ouais, je vais essayer. Vous m'entendez? Super. Oui. Bon, ce soir, vous n'aurez pas le plaisir de me voir. Ma caméra ne fonctionne pas. Alors, Stéphanie Anta, je suis la fondatrice de la première plateforme digitale d'écosystème de certification ISO. Ok. Des collègues de plateforme, du coup. Très bien. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Merci, Stéphanie. Puis Benoît, Anaïs. Alors, Anaïs, je ne sais pas si c'est l'Anaïs que je connais.
que je sais que l'analyse que je connais, elle voulait, enfin, son projet était confidentiel. Ok. Donc, je ne sais pas si là, elle veut en parler. Voilà, c'est pour ça. Effectivement. Oui, c'est ça, c'est toi, d'accord. Ouais, et puis je connais aussi Hakim. Mais effectivement, j'ai rencontré un CTO qui m'a dit chut, 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 on n'en parle pas pendant le temps de la R&D. Donc je suis là pour écouter. Parce que là, elle n'est pas aussi avancée que. Désolé, je n'ai pas reçu Philippe. Et du coup, elle est encore dans le processus de brevet. Voilà. Donc, c'est la période où on se cache et qu'on attend. J'ai déposé le brevet, mais on n'avait pas fait de recherche d'antériorité. Et je préfère être prudente. De toute manière, un brevet ne protège pas tant que ça au final. Donc voilà. Pour le moment, tant que ce n'est pas lancé, on préfère ne pas trop communiquer dessus. Et on peut avoir un secteur d'activité quand même ou pas? Ouais, Ouais. tout à fait. C'est dans la fashion tech. Ok. Merci à vous. C'est des thématiques qu'on a moins l'habitude de voir et c'est hyper intéressant aussi. Trop bien. Merci. Moi, j'ai oublié de dézoomer là, du coup. Et puis, je vois qu'il y a David Brami qui nous a rejoint. Si, on est en train de faire un tour de table. Donc, si tu as envie. Vas-y, si tu veux présenter ton projet. Pas d'obligation. Bien sûr, merci beaucoup. Désolé du retard, je suis arrivé là un petit peu en retard. En fait, mon projet, c'est une start-up donc, qu'on a créée en 2021 et qu'on va lancer dans quelques semaines. Et en fait, l'idée est toute simple, c'est que on travaille en partenariat avec des musées. On s'est rendu compte que si on loupe une exposition temporaire, on ne peut pas la rattraper si on n'a pas la possibilité d'aller dans le musée physiquement. Donc, on va proposer un site internet qui va proposer un catalogue d'expositions de musées français et étrangers à voir sous un format digital, donc depuis son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. D'accord, super. Je vais repasser la parole à Ali. Super. Merci, merci à chacun d'entre vous. Et oui, super intéressant pour nous parce que déjà en entendant vos projets, moi ça me fait penser pour certains d'entre vous à des appels à projets que j'ai pu voir passer dans les derniers mois ou dans les dernières années en tout cas. Et effectivement, tout ce qui va être culture et numérique, c'est des choses qui sont très souvent soutenues. Et donc c'est sur la bonne vague pour le moment. Bon, ça, c'est une petite photo rapidement de l'équipe qui est en train de grandir. On est une vingtaine aujourd'hui répartis sur les différentes BU, mais on va passer directement sur la présentation des aides. Oui, bien sûr. Je crois que ça va tourner. Donc, sur ce schéma, l'idée, c'est de vous présenter les différents moyens qui existent pour financer sa startup, que ce soit du privé ou du public. Quelque chose qui est plutôt très connu parce qu'on en entend parler souvent, surtout quand il y a des grosses levées de fonds qui se font pour des projets technologiques, c'est ce qu'on appelle des levées de fonds auprès des investisseurs privés. Et donc, c'est en général des levées qui vont être de l'ordre de la centaine de milliers d'euros à plusieurs millions. Et donc, ces levées-là vont être, elles peuvent être faites auprès d'investisseurs dont c'est vraiment le métier d'investir dans des startups, ou ça peut être fait auprès d'autres entreprises qui ont des fonds pour investir. En fait, c'est un outil qui est utilisé à certains moments de la vie de l'entreprise, qui est quand même très engageant pour les entrepreneurs, mais qui peut avoir une certaine relation avec ce qu'on vous présentera par la suite. L'intérêt des levées de fonds, c'est qu'on peut aller chercher des tickets assez importants, des financements assez importants. Par contre, on dilue le capital de l'entreprise. Donc, on dilue aussi souvent les capacités à faire des choix et à prendre les responsabilités de ce qui est fait dans l'entreprise. Par contre, c'est intéressant parce que c'est des fonds qui ne sont pas à rembourser. Ce n'est pas un prêt, c'est vraiment des fonds qui sont acquis pour l'entreprise. À côté de ça, en remboursable, pour le coup, on va avoir les prêts bancaires classiques auprès des banques privées. On peut avoir des prêts et des avances remboursables avec des conditions particulières qui sont proposées par la BPI France, la Banque publique d'investissement.
Et on peut avoir des prêts d'honneur qui sont souvent intéressants pour les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs qui ont des jeunes projets, parce que c'est des prêts qui sont vraiment dédiés à la personne, mais qui peuvent être bloqués pour le projet. Et donc ça permet de faire une action qui fait que les fonds des prêts d'honneur pourront être utilisés après pour augmenter l'effet de levier des fonds publics qu'on va aller chercher. Et ensuite, dans le meilleur cas de figure de fonds qui sont reçus, qui vont être non dilutifs et en même temps non remboursables, on va avoir tout ce qui est en fait les fonds des aides fiscales, donc le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation et les statuts JEI, dont Fanelli va vous parler un peu plus en détail après. Et ensuite, on a tout ce qui est subvention, qui là, c'est vraiment de l'argent, du cash qui est reçu sur le compte et qui permet d'accélérer ces projets, parce qu'il peut être utilisé dès que les fonds sont reçus. Donc, je vais laisser la parole à Fanelli pour qu'elle rentre un peu plus en détail sur ces différents dispositifs qu'on voit en bleu. On attaque par une petite image rigolote. Oui, qu'est-ce que c'est le CIR C2I-GUI? Est-ce que c'est encore une démarche administrative de plus? Bon, et c'est des fois la tête qu'on a quand on se dit « Oh, je vais encore avoir à faire une démarche administrative ». Et bien, en fait, c'est pas ça. L'idée avec les aides fiscales à l'innovation, le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation et le statut jeune entreprise innovante, ce sont des aides fiscales à l'innovation qui sont parmi les plus généreuses en Europe. Et en fait, c'est un budget annuel pour l'État de 7 milliards d'euros. Et pour avoir un ordre d'idée, à hauteur d'une PME, en moyenne en France, le crédit impôt recherche, c'est 50 000 euros par an pour des PME qui déclaraient du CIR. Pour le crédit impôt innovation, c'est 35 000 euros par an. Et pour le statut, quand une entreprise a le statut de jeune entreprise innovante, en moyenne, c'est 50 000 euros par an. Et ce qui est important aussi là de voir, c'est que c'est par an. Donc, si les projets durent dans le temps, les subventions, ces dispositifs fiscaux, de CIR, de ces crédits d'impôt, en fait, durent dans le temps aussi. Si on regarde d'une façon un peu plus macro sur une personne, pour un ingénieur qui est rémunéré à peu près 35 000 euros par an brut et qui passe 90% de son temps sur des activités soit de recherche, soit d'innovation, pour l'entreprise, c'est potentiellement 13 000 euros de crédit impôt innovation, 20 000 euros de crédit impôt recherche. En termes de JEI, c'est 600 euros par mois d'exonération de charges sociales liées à ce statut particulier. Et si on additionne CIR et JEI, c'est à peu près 25 000 euros par an. Donc voilà. Et là, c'est à chaque fois pour une personne avec ce montant de salaire-là et un temps passé à peu près de 90% sur le projet. Ça, c'est pour avoir un petit peu voilà, quels sont les enjeux finalement de ces dispositifs-là. Maintenant, je vais faire un focus sur le crédit impôt recherche. Peut-être que ça, par rapport au profil que j'ai vu là, alors je ne sais pas mais j'ai eu plus le sentiment qu'on était sur du crédit impôt innovation potentiellement. Je vais donc passer assez rapidement sur le crédit impôt recherche. Mais voilà, si vous avez des questions après, de toute façon, on pourra en discuter. Le crédit impôt recherche, en fait, ce qui est très important de retenir, c'est que pour obtenir du crédit impôt recherche, dans le cadre de son projet, il faut qu'on ait des difficultés techniques qui apparaissent et que ces difficultés techniques, ces verrous, ne soient pas répondus par l'état de l'art, c'est-à-dire l'état de connaissance sur cette problématique-là au niveau mondial. Donc, l'état de l'art mondial, des publications scientifiques, des brevets, des livres blancs, enfin tout ce qui existe en termes de documentation scientifique et technique sur la problématique. Et s'il n'y a pas de réponse apportée par l'état de l'art sur ce verrou-là, un autre point important, c'est est-ce qu'il y a des travaux de recherche et développement qui ont été réalisés, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des hypothèses qui ont été testées, des itérations qui ont été réalisées, comment est-ce que le projet il a été mené, est-ce qu'il a été planifié, est-ce que les travaux sont consignés quelque part, voilà, c'est tout ce type de questions-là qu'on va se poser. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'à l'issue des travaux réalisés, il faut qu'il y ait des connaissances nouvelles. Les connaissances nouvelles, ça peut être, nos travaux, ça n'a abouti à rien, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est une connaissance nouvelle, même si c'est un vrai échec pour l'entreprise.
Ou alors, nos travaux nous ont permis de lever telle partie du verrou ou de lever l'intégralité du verrou. Voilà. Et donc là, on a, avec ces questions-là ont permis de lever et de répondre aux 5 critères d'éligibilité au crédit impôt recherche. Maintenant, si on passe au crédit impôt innovation, la très grosse différence, c'est que le référentiel du crédit innovation, c'est un marché. C'est quel est l'état du marché et quel est l'état du marché que je cible. Donc, si vous ciblez le marché français, il faudra comparer votre produit. Alors déjà, on est sur un produit aussi. Comparer le produit sur le marché visé. Et donc, on n'est plus au niveau du marché international. Enfin, voilà, on voit vraiment... on regarde l'innovation au niveau du produit, au niveau d'un marché. Il faut que ce soit un produit et ça peut être un bien corporel ou incorporel. Ça, c'est 2 points qui sont intéressants aussi. Et il faut que le produit qui est développé ait des performances supérieures, des nouveautés supérieures par rapport à ce qui existe sur 4 domaines différents, qui sont d'un point de vue technique. Est-ce qu'il y a des performances supérieures d'un point de vue technique par rapport à ce qui existe sur le marché ciblé? Est-ce qu'on a des performances en termes d'éco-conception qui sont meilleures aussi, en termes d'ergonomie et en termes de fonctionnalité. Enfin, ou en termes, hein, c'est pas cumulatif, c'est et ou. Voilà. Donc voilà, la grosse différence entre crédit impôt innovation, crédit impôt recherche, c'est l'un, le référentiel, c'est un état de l'art, et l'autre, c'est un référentiel marché, et on est vraiment sur un produit. Il y a quelques bonnes questions à se poser pour le crédit impôt innovation. Est-ce que mon projet, il vise à la création d'un nouveau bien ou d'un logiciel? Est-ce que ce bien, il a des performances supérieures, voilà, d'un point de vue technique, éco-conception, ergonomie, fonctionnalité? Est-ce qu'il a vocation à être mis sur le marché ou est-ce qu'il sera réservé à un usage interne? Parce qu'effectivement, dans le cas du crédit impôt innovation, il faut que le produit ait une visée commerciale de mise sur le marché. Si c'est un développement de produit pour l'utilisation en interne dans la société, ce n'est pas éligible au crédit impôt innovation. Et également, pour avoir une petite idée de l'éligibilité, c'est est-ce qu'il a fait l'objet de financement public de l'innovation? Mais là, par contre, ce n'est pas du tout une obligation. C'est un petit point qui permet de se positionner aussi des fois sur l'éligibilité des projets. Bon, j'ai déjà bien expliqué du coup la différence entre les deux, mais voilà, innovation, on est sur conception d'un produit. On peut valoriser au crédit impôt innovation une multitude de profils. Sur le crédit impôt recherche, on est beaucoup plus comment dire, limité en termes de profils valorisés parce que voilà, on est là pour lever des verrous scientifiques, techniques, pour avoir une vraie démarche R&D. Donc, il faut qu'il y ait au moins un ingénieur ou un chercheur au niveau du projet. C'est un requis indispensable. Pour la JEI, il s'agit d'un dispositif, donc ça s'appelle, c'est un petit peu trompeur comme nom, jeune entreprise innovante, mais pour avoir le statut JEI, il faut répondre aux critères du crédit impôt recherche et non pas du crédit impôt innovation. C'est pour ça que là, la JEI et le CIR sont ensemble, parce qu'en fait, à partir du moment où on répond aux critères du crédit impôt recherche, on peut, dans certaines conditions qu'on verra après, on peut prétendre à avoir aussi le statut JEI. Qu'est-ce qui est éligible dans ces dispositifs-là en termes financiers? Parce que donc voilà, là, on a vu le côté technique. D'un point de vue technique, il faut répondre à tel et tel critère d'éligibilité. Par contre, il faut qu'en interne, il y ait des dépenses pour pouvoir obtenir du crédit d'impôt sur ces dépenses engagées. Les dépenses qui sont éligibles, on va dire que c'est les majoritaires ici qui sont présentés. Il y en a quelques autres, mais qui sont plutôt à la marge. Ce sont tous les frais de personnel, les salaires chargés des personnes qui sont impliquées sur les projets au prorata du temps qu'elles y passent. Les dépenses externalisées, donc tout ce qui va être sous-traitance auprès d'organismes agréés. Et là, c'est très important, c'est-à-dire que c'est uniquement de la sous-traitance qui va être réalisée par des structures qui ont demandé un agrément au titre du crédit impôt recherche ou du crédit impôt innovation ou des deux, auprès du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche ou du ministère de l'Industrie pour le côté crédit impôt innovation. Oui. Des sociétés agréées? Non.
Ce type d'agrément, d'accord. En fait, si vous êtes, donc vous étiez si vous faites faire du développement particulier ou développement d'un prototype chez un prestataire, si le prestataire est agréé au crédit impôt innovation, par exemple, et que votre projet rentre dans le cadre du crédit impôt innovation, vous pourrez valoriser la facture de votre prestataire dans les dépenses éligibles. Pour du crédit impôt recherche, vous disiez que vous étiez dans la medtech aussi, hein, si j'ai bien compris. Non, dans les objets. Ça peut être de la sous-traitance sur une recherche d'un concept particulier pour lequel vous n'avez pas les moyens de le faire en interne, donc vous le sous-traitez à une structure externe et du coup la facture permettrait si la société est agréée, d'être intégrée dans l'assiette des dépenses. Et là, pour demander un agrément au crédit impôt recherche ou au crédit innovation, il y a un processus particulier à respecter et un formalisme de documents à respecter sur lesquels on intervient également chez Self-Innov et qui permet de déposer auprès du ministère et auprès des ministères concernés les demandes d'agrément dans un calendrier particulier aussi. Voilà. Il y a aussi les frais de propriété industrielle, donc les frais de prise et maintenance de brevets, des frais de défense de brevets, si besoin, qui sont éligibles aussi. Et il y a tout ce qui va être dotation aux amortissements sur des matériels acquis à l'état neuf, utilisés dans le cadre des projets, et pour lesquels si ce n'est pas utilisé uniquement dans le cadre des projets, c'est pareil, c'est au prorata d'utilisation dans les projets. Ça, ce sont les principales. Il y a un autre poste de dépense aussi, c'est les frais de fonctionnement qui sont forfaitaires, qui correspondent à 43% des frais de personnel, 75% des dotations aux amortissements, et qui va s'ajouter à cette assiette des dépenses-là. Et de cette assiette de dépenses, dans le cadre du crédit impôt innovation, alors vous êtes sur des sociétés, enfin ça va arriver au moins en 2023 ou après, donc on sera sur un crédit impôt innovation de 30% de l'assiette des dépenses, et qui est plafonné à 400 000 € de dépenses, du coup. Il y avait il y a eu un changement de loi au 1er janvier 2023 qui fait que, voilà, avant c'était 20% avec les frais de fonctionnement, maintenant c'est 30% sans frais de fonctionnement pour le crédit impôt innovation. Et pour le crédit impôt recherche, c'est 30% de l'assiette de dépenses. Voilà pour ces points-là. Et si on fait un focus sur le statut de jeune entreprise innovante, il y a plusieurs conditions à respecter pour obtenir ce statut, qui sont d'être une TPE-PME, d'avoir moins de 10 ans. Voilà, il y a un certain nombre, hein, donc plus de 50% du capital qui doit être détenu par des personnes physiques. Il faut être une nouvelle entreprise, pas être créé de nouveau et pas être une spin-off d'une grosse entreprise. Et avoir des dépenses de R&D qui sont supérieures à 15% des dépenses annuelles totales de la structure. Et il y a deux avantages qui sont hyper importants, qui sont les avantages sociaux avec une réduction de cotisation patronale les 7 premières années. Et d'un point de vue fiscal, une exonération d'impôt sur les sociétés sur les 2 premières années. Les 2 premières années bénéficiaires, bien sûr. 100% la première année, 50% la deuxième. Voilà pour ces statuts. En termes de période de déclaration, ce sont des dispositifs qui se déclarent et qui se déposent en même temps que l'alias fiscal de la société. Donc, si vous clôturez au 31 décembre, il sera déposé au 15 mai de l'année qui suit pour ces dispositifs-là. Et après, peu importe quand est-ce que vous clôturez dans l'année, si ce n'est pas au 31 décembre, c'est 3 mois et demi après la date de clôture. Donc, par exemple, pour une clôture au 30 juin, on déposera au 15 octobre. Ces différents dispositifs-là, en général, quand on en entend parler des contrôles fiscaux qui vont avec. Bon, c'est peut-être un peu, je ne sais pas si ça a été le cas d'ailleurs pour vous, si vous en avez entendu parler et si à chaque fois vous associez ça à je vais être contrôlé si je fais du crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. Non, bon. Dans l'idée, un contrôle, ça se prépare et surtout, c'est pas des contrôles fiscaux. Il y a des gens qui débarquent dans l'entreprise pour tout vérifier. C'est des demandes. L'idée, c'est des demandes sur pièce. Donc, c'est des échanges de mails qui permettent de justifier en fait
les dépenses que vous avez déclarées et les projets que vous avez déclarés. Mais du coup, je vais peut-être pas forcément développer ces slides. C'est pareil. Ouais. On va passer là-dessus. Voilà. Est-ce que déjà vous avez des questions à ce stade, peut-être sur cette première partie? En ligne, peut-être? Non? D'accord. OK. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est obligatoirement en fait au tout départ de la création ou ça peut se faire dans un second temps? C'est pas, en fait, le crédit impôt recherche, on peut le faire au moment où il y a un projet de R&D ou d'innovation qui se déclenche. Donc, pas forcément au début, effectivement, de la création. Ça peut être plus tard. Ça peut être plus tard, oui. D'accord, Un merci. exemple précis ou non? C'est Pardon, parce qu'en fait, nous, on est en train de créer notre produit et enfin de le développer. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'innovations autour de ça, mais on vient juste de clôturer le premier exercice. Et donc, la question, c'est de savoir est-ce que c'était trop tard ou non, quoi. Alors non, c'est pas trop tard parce qu'on peut faire. Donc vous avez fait un exercice en 2022, c'est ça que vous venez de clôturer au 15 mai. Oui, c'est ça. C'est ça? C'est pas trop tard. Effectivement, la clôture, c'est au 15 mai, mais on peut faire des demandes rétroactives pour ces dispositifs-là jusqu'à 3 ans après la date théorique de clôture. Wow. Donc, on est encore dans les temps. Génial. On peut le faire de façon rétroactive. Il faut monter le dossier, créer le dossier et l'envoyer à l'administration fiscale en disant qu'on veut rectifier l'alias fiscal déposé. D'accord, merci. Voilà. Oui. Ma question était concernant les salaires pris en compte, c'est uniquement des salaires de salariés et non pas de personnes ayant des parts dans l'entreprise. Alors, ça dépend si c'est uniquement des parts ou si c'est des personnes qui sont travailleurs non salariés. Si c'est des parts, c'est-à-dire si c'est des dividendes qui sont versés pour ces personnes-là, les dividendes, non. Par contre, si la personne est travailleur non salarié, oui, ça, c'est éligible. S'il y a un salaire qui est versé, donc sur les dépenses, enfin sur les salaires versés. J'en profite juste pour témoigner parce que pour prouver que c'est pas du pipeau. Moi, il y a 15 ans, j'avais une première start-up dans le domaine des jeux massivement multijoueurs en ligne. J'avais pris un cabinet. Alors à l'époque, je connaissais pas Safaninov, c'était il y a très longtemps. J'étais sur Paris. Un cabinet m'a aidé et j'ai valorisé. Alors je me souviens plus, la première année, je crois que c'était à peu près 50 000 €, la deuxième année 80 000 €. Donc c'est pas neutre, hein, c'est vraiment ça arrive vraiment. Je peux témoigner que j'ai reçu l'argent. Voilà. Et donc c'est du crédit d'impôt, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas versé d'impôt, bon voilà. Donc non, ça fallait préciser, mais donc c'est de l'argent, vous ne décaissez rien. Enfin, vous avez décaissé vos salaires, charges sociales et quelques dépenses éligibles, précisera. Mais si vous ne devez rien à l'État, c'est l'État qui vous fait un chèque. Donc moi, j'ai reçu 50 000 ou 80 000. Maintenant, ça remontait il y a longtemps, mais c'est ces ordres de grandeur-là. C'est vraiment… Et surtout, alors maintenant, c'est c'est devenu, c'est reconnu et c'est devenu fréquent. Mais à l'époque, c'était tout nouveau. On peut valoriser aussi des dépenses qui sont pas forcément d'innovation technologique pure. Moi, j'avais valorisé des dépenses liées au game design, par exemple, parce qu'on faisait de l'innovation. On est arrivé à démontrer qu'il y avait de l'innovation d'usage. Voilà, donc il y a plein de choses que vous pouvez… ça vaut le coup de faire un diagnostic et de creuser la question, parce qu'il y a plein de dépenses que peut-être vous n'imaginez pas, mais que vous pouvez arriver à valoriser. Voilà, c'était juste… Merci. Effectivement, merci pour les précisions. Et oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que le crédit impôt recherche, il existe depuis 1983. Donc, c'est un dispositif qui n'est pas tout récent et qui évolue en fait depuis 1983. Et le crédit impôt innovation, donc c'est une sous-partie du crédit impôt recherche qui lui existe depuis 2013. Donc, il est moins connu aussi, moins utilisé, clairement, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de PME qui l'utilisent. Comparativement au crédit impôt recherche, et alors qu'il y a plein de TPE, PME qui innovent. Et l'autre point sur lequel je voulais rebondir, c'est qu'effectivement, c'est un crédit d'impôt
Quand on est PME, sens communautaire, donc en l'occurrence pour des sociétés qui se créent, c'est le cas. Il faut faire moins de 50 millions de chiffre d'affaires et en général, les premières années, ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs critères, mais bon, en général, les premières années, on est éligible, on est PME sens communautaire. On peut demander une restitution immédiate du crédit impôt recherche. Donc, si vous ne payez pas d'impôt, vous avez le retour de crédit impôt recherche ou innovation en trésorerie, en fait, en cash, qui vous est restitué. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en général, ils posent des questions. C'est parce que comme ils donnent de l'argent, ils veulent savoir où l'argent, pourquoi l'argent est donné. Donc oui, effectivement, c'est vraiment pas négligeable dans les finances d'une boîte qui se crée ou dans une finance d'une PME, c'est clair. Voilà, merci pour l'intervention. Je vais essayer de l'éclipser. Non. Ah, je trouve le bon sens. Est-ce que c'est OK le son comme ça pour la visio? Ouais. Trop bien, merci beaucoup. Pour vous faire la différence entre les aides fiscales qui viennent d'être présentées et les subventions, l'image que j'aime bien donner, c'est que si on prend la ligne du temps, le projet, il fait cette durée. Les aides fiscales, elles vont venir rembourser des dépenses qui ont déjà eu lieu dans le passé à un temps donné. Les subventions, elles vont venir financer un projet à venir. Et donc, c'est bien important de réaliser que les deux sont complémentaires et vont potentiellement pouvoir venir financer différentes dépenses. Et j'ai mis cette image de la jungle. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà penché sur les subventions qui peuvent exister pour vos projets. Il existe beaucoup de subventions, plusieurs centaines de subventions sur le territoire français. Et donc, c'est autant de lianes auxquelles on pourrait s'accrocher pour faire aboutir son projet. Pour autant, il faut trouver la subvention qui va être adaptée à votre projet et que vous allez pouvoir obtenir. Parce que quitte les aides fiscales, si on rentre dans les critères d'éligibilité, on est sûr de pouvoir les obtenir. Les subventions, c'est comme des concours. Il faut présenter son projet, il faut le pitcher, il faut avoir les arguments qui correspondent au cahier des charges du projet. Et c'est vraiment, on va dire, selon la volonté des financeurs publics, est-ce que la thématique les intéresse, est-ce que le projet va avoir un impact intéressant, est-ce que c'est quelque chose qu'ils sont en train de financer en ce moment? Et du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment bien cibler les différentes subventions qu'on va aller chercher pour optimiser ses chances d'obtention des subventions. Il y a pas mal de bénéfices à obtenir des subventions, des bénéfices qui sont purement financiers et d'autres qui sont aussi stratégiques. Très rapidement, la subvention, c'est intéressant parce que ça permet d'augmenter la trésorerie de l'entreprise de façon spontanée et ponctuelle. Comme c'est de la subvention, ça limite le taux d'endettement quand on n'a pas besoin de faire de prêts en plus. Et surtout, ça permet de partager les risques des projets. Parce que quand vous faites un projet innovant, vous allez apporter une nouvelle valeur sur le marché, mais c'est quelque chose qui est innovant. Donc fondamentalement, c'est nouveau et on ne sait pas à 100% comment ça va prendre, est-ce que ça va bien se commercialiser. Et donc en fait, le but des subventions par les fonds publics, c'est vraiment de diminuer le risque que vous prenez, sachant que ce risque est aussi porté en partie par l'État ou les régions. La subvention, elle est intéressante aussi en termes d'effet de levier, dans le sens où quand vous faites une subvention, quand vous recevez une subvention, c'est des financeurs publics qui ont analysé et challengé vos projets. Et donc, ça peut avoir un côté rassurant quand on veut aller chercher des fonds privés également et inversement. C'est-à-dire que si on va chercher des fonds privés, ça peut être rassurant pour les financeurs publics. Et oui, forcément, ce côté non dilutif où vous gardez l'ensemble du capital de votre entreprise tout en augmentant vos capitaux propres. Au niveau stratégique, les aides que vous allez recevoir, évidemment, elles vont vous permettre d'accélérer votre projet, de le mettre sur le marché plus vite, du coup potentiellement de garder la position de leader sur votre technologie par rapport à un projet que vous auriez pu mettre plusieurs années parce que vous n'aviez pas les fonds pour le développer. Ça permet d'identifier des partenaires stratégiques pour vos projets. C'est-à-dire que vous allez être accompagné aussi par ces financeurs publics qui ont un réseau qui leur permet de vous pousser des partenaires. C'est un gros gain en visibilité, notamment quand on gagne des concours. Les concours iNov, je ne sais pas si vous connaissez, ou les concours iLab. C'est des choses sur lesquelles il y a beaucoup de communication et souvent, les entreprises qui ont gagné ces concours
ont un vrai boost et peuvent vraiment communiquer sur ça. Donc, c'est important à prendre en considération. Et bien sûr, après, ça va permettre de valider certaines étapes du projet. Mais bon, ça va assez de soi. Et ça, c'est un schéma un peu généraliste de comment on fait pour aller chercher une subvention. La première étape, c'est vraiment qu'est-ce que c'est mon projet? Qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire financer? Et donc ça, c'est la partie programme d'innovation. Une fois que vous avez en tête bien ce qu'est votre projet, quels sont les contours et le cadre du projet et ce que vous avez besoin de faire financer, il y a une étape de validation de l'éligibilité de l'entreprise que vous pourrez trouver donc au format diagnostic qu'on vous mentionnait sur le site, mais qui passe aussi sinon par des audits et qui permettent, en fait, on a toute une série de questions qu'on va vous poser pour être sûr que à la fois l'entreprise en termes administratifs et financiers, mais aussi le projet en termes technologiques et impact sont des choses qui vous permettent de rentrer dans l'entonnoir en fait des différentes subventions. Une fois qu'on a ces informations, on fait une veille des aides. Ça veut dire qu'on va sur toutes les ressources qu'on connaît, qui proposent des aides à l'innovation et on va cibler les aides qui sont les plus adaptées à votre projet. Et donc en général, sur les centaines d'aides qui existent, on va vous en trouver 3-4 qui sont vraiment pertinentes, qui correspondent aux dépenses dont vous avez besoin, qui correspondent à la thématique que vous portez. Et donc ensuite, c'est quand on a pu cibler ces aides spécifiques qu'on voit avec vous, du coup, comment on va monter les dossiers pour les faire financer. Après, selon les financeurs, il y a un peu différentes trajectoires. Soit on contacte directement le financeur, il nous donne un dossier précis à faire et on le fait. Soit on va sur des plateformes et on construit le dossier en fonction des pièces qu'on récupère. Dans tous les cas, ça, c'est quelque chose que je vais vous présenter un peu plus en détail après parce que c'est vraiment la grosse partie challengeante en général pour les porteurs de projets. Et une fois que le dossier est déposé, ça passe en instruction auprès des financeurs publics. Cette instruction, souvent, c'est vraiment une analyse du projet au niveau technologique, concurrence, et aussi au niveau des prévisionnels économiques qui sont liés à votre projet. Parce que les subventions, c'est intéressant, mais l'idée des territoires, que ce soit les régions ou que ce soit la France, c'est de faire aboutir des technologies qui vont avoir un impact économique aussi pour ces territoires-là. Et donc cette instruction, elle est assez dense, mais du coup, elle permet aussi de parfois s'assurer que certaines perspectives que vous aviez pour votre projet sont justes et vous permettront d'optimiser toute votre activité derrière. Et voilà, une fois que le projet est passé en instruction, vous recevez une notification d'accord du financement. Il y a quelques échanges avec les financeurs publics pour justement valider quel montant va être reçu, quelles dépenses ça va couvrir. Et après, donc c'est le jackpot, vous recevez les fonds. C'est intéressant de noter pour les subventions, par exemple, que les fonds sont souvent reçus en 2 fois. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une subvention de 100 000 €, vous avez un premier versement de 60 000 € vraiment au lancement du projet et le solde de l'aide va être récupéré quand vous allez avoir justifié des dépenses et de l'avancée du projet. C'est un moyen de sécuriser un petit peu les subventions qui sont données. Pour la validation de l'éligibilité de l'entreprise, les critères que vous pouvez avoir en tête et qui sont intéressants déjà pour vous dire est-ce que mon projet est éligible ou pas à ces subventions. Le premier, c'est l'innovation. C'est-à-dire que, alors c'est pas l'innovation au sens fiscal comme le présentait Fanelli, mais c'est plutôt l'innovation. Est-ce que j'amène quelque chose sur le marché qui n'existe pas ou qui va vraiment changer, créer un nouveau segment ou alors aller chercher une nouvelle cible de clients comparé à ce qui existe. Ce n'est pas forcément des innovations hyper technologiques. Par contre, il faut vraiment être en mesure de présenter un modèle d'affaires qui montre que vous allez aller chercher une typologie de clients qui n'est pas satisfaite pour le moment sur le marché. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un vrai projet, un projet avec des dépenses. Ça veut dire que si en fait, vous êtes en train de faire votre projet d'innovation dans votre garage, que vous ne versez pas de salaire, que vous n'avez pas de prestataire et que vous n'avez pas de dépenses, vous ne pourrez pas aller chercher de subventions. Il faut vraiment avoir des dépenses à justifier. La notion des fonds propres est très importante. Quand vous créez une entreprise, vous allez décider d'un capital social de cette entreprise. Il faut savoir que les financeurs publics vont venir vous financer à hauteur des fonds propres que vous avez.
Donc, si vous avez 15 000 €, ils vont vous financer jusqu'à 15 000 €. Si vous en avez 30 000, jusqu'à 30 000, etc. Et on revient un peu sur cette notion de partage des risques, c'est qu'ils ne vont pas porter votre projet à bout de bras sans que vous investissiez. Et cet investissement, il est aussi financier en plus d'être du temps passé. Et donc, c'est une garantie pour vous que vous êtes en mesure de mener à bien votre projet, en fait. C'est important, on reviendra peut-être dessus s'il y a des questions. Et bon, ça, c'est ce que je disais, ça rejoint ce que je disais, il faut qu'il y ait un vrai potentiel commercial pour la solution. Ce n'est pas juste de la recherche pour le plaisir de la recherche. Les fonds propres, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que c'est vraiment des fonds propres. Oui, alors ouais, bien sûr. Avec le capital. Ouais, donc les fonds propres, c'est l'argent qu'on met dans l'entreprise quand on la crée. Donc souvent, on trouve des capitals de 1 000 € ou plus 15 000, 20 000. C'est aussi les résultats de l'exercice. Donc si vous faites déjà du chiffre d'affaires et que vous êtes bénéficiaire, vous allez avoir un résultat qui est positif. Cet argent, il va rentrer dans la somme des fonds propres. Et en général, c'est quand même les 2 points les plus essentiels. Après, il peut y avoir au niveau comptable des réserves d'une année à l'autre qui sont prises en compte. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous allez activer un prêt d'honneur, l'argent, donc prêt d'honneur, c'est vraiment à la personne, hein, ce n'est pas pour le projet. L'argent qui vous est prêté à titre personnel, vous pouvez le bloquer en compte courant d'associé pour le projet. Et dans ce cas, il sera considéré par les financeurs comme des fonds propres. On parle de quasi-fonds propres dans ce cas. Ça éclaire le… Merci sur ça parce que je pense que c'est important de mon expérience. Je m'étais fait avoir, alors là c'était avec la BPI, à l'époque c'était Oseo, parce qu'il fonctionne aussi sur fonds propres, sur le plafond par les fonds propres. Tous, ouais. Et à l'époque, donc il y a 15 ans, je n'avais pas compris. Donc il vaut mieux aller les voir, vous demandez des aides juste quand vous avez levé des fonds, quand vous avez remis dans la caisse. Parce que si vous allez 8 mois, 10 mois plus tard et que vous avez dépensé entre-temps, ils vont vous demander de faire un arrêté comptable récent. Ils vont dire, ah, ben là, il n'y a plus beaucoup d'argent à la caisse. Donc, vous disiez que vous avez, je sais pas, 100 000 € de capital, vous avez tout dépensé, il ne vous reste plus que 30 000. Et ben, on vous donne à hauteur de 30 000, pas de 100 000. Donc, il faut faire très attention au timing aussi. Oui, c'est juste. Et je rebondis sur cette histoire de timing. Contrairement aux aides fiscales, il n'y a pas de rétroactivité dans les subventions. C'est-à-dire que toutes les dépenses que vous avez engagées avant de déposer le dossier, elles ne pourront pas être considérées. Et ça, c'est super important pour vos projets. Par exemple, si vous avez des devis de prestataires ou de personnes qui vont vous aider à faire du design, développer votre interface ou quoi que ce soit, avant de le signer, veillez à, si vous avez un dossier en cours, à intégrer ce devis dans la demande d'aide, le devis non signé du coup, pour pouvoir finalement être remboursé de cette prestation-là. Ça, c'est une des sorties des diagnostics qu'on a. Pour vous dire, donc ça reprend un peu les critères que je vous disais. En plus de cela, on a bien sûr des critères de est-ce que l'équipe va être à même de mener à bien le projet? Est-ce qu'on a des profils tech plutôt commerciaux, plutôt stratégiques? Est-ce que est-ce que le porteur du projet a un certain leadership puisqu'il a déjà de l'expérience? Des choses comme ça, ça va rentrer en compte. La partie impact, c'est quelque chose qu'on voyait moins il y a 2-3 ans, qui est en train de devenir vraiment prépondérante dans les dossiers. Est-ce que le projet va avoir un impact social, environnemental, économique, santé? C'est des choses à côté desquelles on ne peut plus passer parce que ça fait partie des objectifs à la fois de la France, de l'Europe et du monde, de résoudre un peu ces grands enjeux mondiaux. Donc, on a impact équipe, les dépenses, je vous en ai déjà parlé. Les marques d'intérêt, c'est par exemple, est-ce que j'ai été incubé, est-ce que j'ai levé des fonds, est-ce que j'ai fait un test de ma solution sur le marché qui a eu des retours positifs, des choses comme ça. Est-ce que j'ai des lettres d'intérêt de futurs clients? C'est quelque chose qui peut vraiment faire pencher la balance. L'innovation, on en a parlé, et les finances, ça revient un peu aux fonds propres et aux éventuelles levées de fonds. Tous ces critères sont pris en compte, sont analysés et étudiés par les financeurs. Je passe rapidement sur la veille des aides. Vous avez plusieurs, en fait, les aides, les subventions, vous pouvez en trouver au niveau national. On va avoir la BPI France et on va avoir l'ADEME, par exemple, qui accompagne des projets plutôt à impact environnementaux. Mais on va aussi en avoir à échelle régionale.
Donc la BPI France, elle instruit ses dossiers à échelle régionale et tous les conseils régionaux proposent des aides à l'innovation et pour les entreprises. Et donc la veille des aides, elle consiste à vraiment aller checker chacune de ces ressources en fonction des critères de votre projet pour voir si les appels à projets correspondent. C'est un travail qui est fastidieux et qui, d'après les retours qu'on a, quand on ne maîtrise pas vraiment les différents guichets, est assez difficile à mettre en œuvre. Il y a cette sensation d'avoir toujours peur de passer à côté de quelque chose, de louper une deadline à quelques jours près. Et donc, c'est un travail qui se fait tout au long de l'année parce que les projets évoluent aussi, mais qui est vraiment essentiel pour optimiser les fonds qu'on peut aller chercher. Ah oui, ça c'est ce que je vous disais, donc sur les différentes échelles de guichets d'aide, sachant qu'on peut activer à la fois une aide régionale et une aide nationale, et les deux pourraient être obtenus. On a des guichets qui sont variés. Certains vont avoir des spécificités. Par exemple, la BPI, c'est l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. C'est écrit dans le nom, elle va surtout venir financer des projets à impact écologique, environnementaux, changement climatique, nouvelle énergie. C'est vraiment uniquement dédié à cette typologie de projet. La BPI est un peu plus généraliste, mais ça vient surtout financer de la technologie quand même. Technologie, ça peut être deep tech, ça peut être aussi les NTIC et tout, voilà, en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Il y a un moment, c'était la blockchain. C'est tout ce qui va être aussi des gros projets de technologie pour l'agroalimentaire ou pour la santé. Et donc, la BPI, c'est un acteur que vous pouvez garder en tête. Leur site est très bien fait aussi. Les premières aides que vous allez pouvoir aller chercher pour vos entreprises, elles sont notamment chez la BPI. Ensuite, on a des aides différentes dans les régions. Donc, en fonction des régions, ces financeurs et ces conseils régionaux vont adapter les aides qu'ils proposent aux filières les plus soutenues pour leur région et les plus intéressantes. Et on a, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, du programme France 2030, qui est plusieurs milliards d'euros qui sont dédiés à la R&D et à l'innovation en France. Et donc, il y a des appels à projets spécifiques, mais souvent qui sont instruits par la BPI. Et donc, ça permet de rassembler des informations. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'on a des aides qui vont être ouvertes tout au long de l'année. Et donc, vous pouvez aller les activer quand vous voulez, quand vous êtes prêt, quand votre projet est prêt. Par contre, on a aussi des aides, donc ce qu'on appelle les appels à projets, qui sont ponctuels. Et souvent, il y a une deadline, une thématique très spécifique. Ça va être développer des nouveaux outils pour la transition agroécologique. Tandis qu'une aide au fil de l'eau, ça va plutôt être j'ai un projet d'innovation et ça suffit. Et donc, en fonction de ça, il faut jongler pour aller activer le dispositif qui est le plus adapté au moment donné. Je vous ai juste mis quelques exemples de noms d'aides sur la région parisienne, Auvergne-Rhône-Alpes et donc génériques comme celle en jaune. C'est pour vous montrer qu'il y a un peu toute typologie de thématiques qui sont soutenues. Le côté éco-innovation, la santé, les actions sociales, l'expérimentation autour de l'énergie, des subventions génériques, la conception de preuves de concept. Enfin, voilà, il y en a vraiment pour tous les degrés de maturité et toutes les thématiques d'entreprise et de projets. Et donc, en fait, la partie la plus difficile, finalement, c'est de trouver l'aide avec laquelle vous aurez le plus de chances de succès. Non, une partie difficile aussi, c'est la conception des dossiers. Il y a pas mal d'éléments pour construire les dossiers. En haut, vous avez un peu le fonctionnement de comment ça se passe pour demander une aide. Globalement, on compte entre 2 et 3 mois pour aller chercher pour le moment où on construit le dossier et où ça passe en instruction. Il peut y avoir des prises de contact amont avec les financeurs, mais globalement, le gros du travail, c'est de concevoir le dossier qui va vous permettre de récupérer l'aide. La conception de ce dossier, elle se fait un peu en 3 typologies de documents. Vous avez la présentation de l'entreprise et du projet, qui sont souvent sous format Word ou PowerPoint, et qui sont des documents où on va présenter l'innovation, où on va présenter les retombées du projet, la concurrence et aussi du coup la stratégie de l'entreprise et la stratégie de développement du projet. On rentre vraiment en détail sur mon projet, mon objectif, c'est ça. Pour aller à cet objectif, j'ai ces phases-là. Je détaille ces phases, je détaille les dépenses qui sont associées à ces phases, les ressources qui vont être associées à ces phases. Et c'est quand même assez concret ce qu'il faut présenter dans ces éléments. À côté de la partie plutôt rédactionnelle, on a aussi des prévisionnels financiers
qui sont à présenter. Donc là, ça peut être un plan de trésorerie sur 24 mois mensualisé à présenter, où on va un peu essayer de projeter quelles sont les dépenses qu'on va avoir, quels sont les gains, quels sont les résultats de chiffre d'affaires qu'on va pouvoir récupérer. Et ça permet aussi de voir à partir de quel moment le projet en fait produit de la valeur. À partir de quel moment vous allez commercialiser et récupérer du chiffre d'affaires sur les résultats du projet. Et ensuite, il y a une partie donc là qui est facile, mais un petit peu fastidieuse, de rassembler quelques éléments administratifs. Donc, ça va être le cabis de l'entreprise, ça va être vos pièces d'identité pour montrer que l'entreprise est bien associée à telle personne. Ça peut être des CV, des attestations spécifiques. Ça, c'est de toute façon très, très guidé et c'est vraiment simple à faire. Donc, voilà, ça c'est... Sur une demande d'aide, on retrouve quasiment toujours systématiquement ces éléments. Alors, pour des petites aides, on va avoir plutôt moins d'informations à présenter. Après, quand on va chercher des millions d'euros, il faut rentrer plus dans le détail et vraiment avoir des dossiers très, très solides et très compétitifs. Ça, c'est pour vous dire que certains incubateurs, certains experts comptables peuvent vous accompagner sur ces différents éléments. Certains start-upers sont aussi, eux, à même de remplir ces éléments parce qu'ils ont déjà l'expérience ou parce qu'ils ils savent remplir un prévisionnel financier ou alors ils savent présenter leur roadmap de développement. Les cabinets de conseil en financement de l'innovation et donc Self-Innov inclus a justement des expertises sur chacune de ces pièces qui viennent compléter en fait ce qu'un incubateur ou un expert comptable pourrait vous fournir. C'est juste un petit mémo, quand vous obtenez des fonds, en général, il faut justifier de ce que vous avez fait de l'argent à la fin du programme. Et donc, il faut bien penser à faire le suivi de justement de l'avancement de votre projet. Et c'est quelque chose qui est important, notamment si on veut aller chercher d'autres subventions derrière. Parce que du coup, ça permet de montrer patte blanche un petit peu, comme quoi l'argent public a été bien utilisé. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous faire un peu un récap des différentes aides. Vous avez les aides que vous a présentées Fanelli ici, qui peuvent être activées à partir du moment où vous avez des dépenses de R&D. Et puis après, en fonction de la maturité du projet, en fonction des dépenses que vous allez aller chercher, vous allez pouvoir activer différentes typologies d'aides. Donc, on a ici la bourse French Tech qu'il faut absolument aller demander avant que l'entreprise ait 1 an. Donc, dans les 12 premiers mois de la vie de l'entreprise, la BPI, elle vous propose une aide à 30 000 € qui est relativement facile et accessible à aller chercher. Si vous avez dépassé les 1 an pour la faisabilité, vous pouvez aller chercher une subvention innovation. Là, on va chercher un ticket de 50 000 qui vient en fait financer des dépenses de prestations, de faisabilité, de demande de brevets, de choses comme ça. Et puis après, on passe sur des aides soit régionales, soit BPI, soit des concours qui viennent en complément et qui ont leur propre spécificité. Mais c'est pour donner une image macro, bien montrer que les deux sont complémentaires et qu'il y a vraiment cette stratégie d'activation d'une aide après l'autre en fonction de la stratégie du projet en elle-même. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie subvention? Ou c'était super clair? C'est pas une question, mais juste aussi un petit... Oui, bien sûr, au contraire. Ouais. Comme je t'ai concentré sur la régie technique, je n'ai pas tout suivi. Mais je ne pense pas que vous l'ayez abordé. C'est le rescrit fiscal. Oui, exact. En fait, donc au début, si vous ne savez pas si vous êtes éligible ou pas, n'y allez pas, surtout si vous ne faites pas aider. Je vous conseille de vous faire aider parce que au moins, c'est des experts qui savent comment présenter les dossiers et qui passent. C'est très chronophage et il faut savoir comment rédiger techniquement, surtout pour ces crédits d'impôt recherche et les statuts d'impôt innovants. Il y a ce qui s'appelle l'analyse technique et c'est faut savoir rédiger comme ça pour que ça passe auprès de l'administration fiscale et qui accepte. Donc c'est une façon très spéciale de rédiger et il vaut mieux se faire aider par les experts. Mais si vous ne savez pas trop, n'y allez pas en vous disant je pense que je peux bénéficier du statut de jeune entreprise innovante, je peux bénéficier du crédit d'impôt recherche.
Est-ce que, enfin, comment dire, dans l'état normal, vous pouvez vous lancer, enfin, comment dire, considérer que vous l'avez, valoriser des dépenses, corrigez-moi ainsi, parce que moi, mes connaissances datent, c'est peut-être plus comme ça, mais valoriser des dépenses, demander le remboursement à l'État, et puis après, l'État vous dit, ah ben non, finalement, vous n'y avez pas le droit pour telle ou telle raison. Et là, vous êtes mal parce que si vous avez construit tout votre plan de trésor, votre prévisionnel, en tenant compte de l'argent qui allait rentrer, vous dites c'est pas neutre, ça peut être des dizaines de milliers d'euros, même pour une petite start-up, et là, vous avez un gros trou de financement. Donc, le rescrit fiscal vous permet de demander à l'avance, et puis je vais vous repasser la parole, vous le direz avec moi, vous demandez à l'avance l'avis de l'administration fiscale, ils sont obligés de se positionner. En fait, effectivement, merci. C'est bien d'avoir des témoignages du coup de vécu et ça permet de préciser aussi. Effectivement, ces crédits d'impôt et l'avantage JEI, ils sont hyper cadrés. C'est un dispositif qui est très mature. L'administration et les ministères, ils connaissent très bien le dispositif aussi et tous les contours. Et du coup, ils sont assez challengeants aussi parfois. Donc, l'idée, c'est de pouvoir bien tout cadrer en amont et de bien tout ficeler en amont pour qu'il n'y ait pas ces risques de remise en cause derrière. Et en déposant des rescrits à la fois pour le statut JEI, hein, c'est un rescrit qui peut être envoyé avant d'implémenter ces exonérations sociales, notamment sur les salaires, et sur lequel l'administration doit se positionner. Et pour le CIR et le C2I, c'est également possible de faire des rescrits pour être sûr de l'éligibilité de ce qu'on va déposer et du coup, ne pas avoir de surprise sur les montants récoltés. Ça permet de sécuriser tout ça. Et notamment quand derrière, il va y avoir des levées de fonds, quand il y a des investisseurs, et puis sur les subventions et sur les business plans en fait, qui sont faits aussi. Ça, c'est sûr. Ça rassure les investisseurs. Oui. Parce qu'ils savent que du coup, il n'y a pas de risque de remise en cause d'appel. Donc, en fait, ça diminue les risques. Comme les investisseurs n'aiment pas les risques. Oui. Complètement. Et en plus, c'est gratuit de leur faire un rescrit. Oui. Pour l'administration, effectivement. Oui, c'est ça, effectivement. On demande à l'administration de se positionner sur le projet et les dépenses qui sont présentées. Et une fois qu'ils sont positionnés, effectivement, derrière, c'est opposable en cas de contrôle. Merci. Oui, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de vous connecter, si vous souhaitez, sur le site internet de Self-Innov et de faire un diagnostic pendant qu'on est là. Comme ça, on peut en discuter et voir avec vous si vous avez des questions, ça c'est certain. Mais aussi, on peut voir ensemble les résultats qui sortent du diagnostic et qu'est-ce qui pourrait être... pourquoi, si c'est pas positif, si c'est peu positif, pourquoi est-ce que ça ne l'est pas? Si c'est hyper positif, qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans tous les cas, essayez de se projeter par rapport à ce diagnostic, par rapport à ces différentes aides à l'innovation. Pour ça, vous pouvez aller donc sur le site, cliquer sur diagnostic gratuit qui vous permet, ou alors directement ici, là c'est que pour tester l'éligibilité, et ici vous voyez l'éligibilité et aussi les enjeux. Vous pouvez calculer les enjeux en allant sur l'onglet en haut. Et en fait, quand vous êtes après sur le diagnostic, vous choisissez si vous voulez tester pour le CIR, vous testez pour le CIR, la JEI, le C2I ou les subventions. Et bien sûr, vous pouvez tous les faire. Il n'y a pas de limite. Voilà. C'est bon? On vous laisse un petit peu de temps si vous avez envie de passer le diagnostic. Et puis après, on peut en discuter avec vous si vous avez des questions ou besoin de comprendre des choses sur vos résultats. Sachant que ce n'est pas du tout obligatoire et ça n'engage pas de données confidentielles, dans tous les cas. C'est des questions à choix multiples. Le simulateur, ça va être pour les dépenses, effectivement, qui peut venir après. Vous pouvez faire les deux, en fait. Le simulateur va vous donner une estimation finalement du montant de CIR C2I que vous pourriez avoir par rapport aux dépenses que vous avez. Et la partie test d'éligibilité, c'est plus pour savoir si vous êtes éligible ou pas au dispositif. Les deux sont très complémentaires, en fait. Oui, pardon.
Il y a une question sur le chat, c'est est-ce qu'ils pourront avoir les slides après de la présentation? Oui. Super, je vais leur répondre. Il y a 2 personnes qui ont dû partir déjà. N'hésitez pas sur. J'ai fait un zoom donc sur l'URL self-19.fr. Après, en tapant Self-19 sur Google, on tombe dessus tout de suite aussi. Ouais. Donc n'hésitez pas en ligne aussi si vous voulez le faire. Et je ne sais pas si vous avez entendu, donc particulièrement pour Anaïs, il n'y a pas d'infos confidentielles là à mettre dans le diagnostic. C'est très générique. Ça permet de savoir globalement quelle est votre situation et voilà, à la grosse souche déjà s'il y a des choses éligibles ou pas. Je suis en train de le faire pour le CIR. Ah, super, Anaïs. Pardon? On s'estime content. C'est sur du CIR ou c'est des subventions? Oui, il y a un peu de couleur de si c'est pas vert, c'est pas. Un petit tip en complément, ça me revient. Le crédit d'impôt et recherche vous permet de valoriser dans la R&D, la partie R de la R&D, donc la partie recherche. Enfin, oui. Faut, assimiler. Assimiler, c'est très large. Hein. Par exemple, moi, je ne suis pas ingénieur, enfin, je n'ai pas fait une école d'ingénieur, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai un diplôme d'école de commerce. Et ben, j'ai quand même pu faire passer une partie enfin, j'ai pu être éligible. Voilà, même ça a une très grosse importance. Oui. Moi, je ne me sentais pas concerné par ces guerres, dans le sens où je n'ai pas d'ingénieur ou de docteur. Et puis, ingénieur, ce qu'il faut savoir, là c'est borderline, donc il vaut mieux faire un rescrit pour être sûr que l'administration fiscale l'accepte. Donc, c'est borderline, mais il y a un truc que, enfin, voilà, que peu de gens savent, c'est que le chef d'entreprise peut en fait, en fait attribuer le titre d'ingénieur à quelqu'un. Alors, donc c'est pas un diplôme d'État. Ça passe. Moi, à l'époque, j'ai quelqu'un dans l'équipe, j'ai considéré qu'il était ingénieur S-Game Design. C'est passé. J'avais même un rescrit fiscal. Hein, donc, ouais. Voilà, il faut pouvoir prouver. Voilà, qu'il avait l'expérience professionnelle pour. Et en plus, il y a une autre chose, c'est que si vous faites une fiche de poste pour un ingénieur dans un sujet particulier, pas sur un domaine particulier, si vous avez une fiche de poste d'ingénieur, si vous embauchez quelqu'un, c'est que vous estimez qu'il répond à la fiche de poste et que vous n'avez pas embauché quelqu'un pour faire un pays ingénieur, pour faire un métier d'ingénieur, si pour vous, c'est un niveau. Il n'est pas au minimum ingénieur. Voilà. Non, mais voilà, je disais c'est borderline, et puis mais il y a des moyens de. Mais donc moi, enfin voilà, j'avais un rescrit, ça avait été accepté. Mais ce que je voulais dire là, surtout aussi en complément, c'est que le crédit d'impôt recherche permet de valoriser la partie recherche, donc de la R&D. La partie D, développement, c'est activable. Vous pouvez activer ces charges à l'actif et les amortir.
ça a l'air comme ça. C'est-à-dire que même si vous faites du logiciel, le logiciel, c'est considéré comme du stock. Enfin, c'est-à-dire que si vous avez développé des modules de votre logiciel, enfin des parties des modules ou que c'est en cours, enfin, après, je passerai peut-être la parole si, au fur et à mesure que vous codez, c'est comme si vous aviez des stocks de matières premières que vous commencez à transformer. Et donc, vous pouvez le déclarer en fin d'année, donc à l'actif dans votre bilan. Dire voilà, moi sur le logiciel, j'ai déjà une version alpha, on a déjà dépensé tant, donc des dépenses qui ne sont pas valorisables au crédit d'impôt recherche, parce que ce n'est pas de la recherche, c'est du développement. Mais du coup, vous voulez dire ces dépenses-là, donc c'est complémentaire. Oui, pour pas faire sur le dernier exemple que vous avez donné, dans le crédit impôt recherche, ça valorise la R&D, donc la recherche et développement. Le développement dont vous venez parler, c'est du développement informatique, du codage, hein, c'est ça. Parce que la R&D, le D de R&D est éligible, mais on est sur des choses. C'est surtout la partie recherche, c'est-à-dire que quand on vient sur du développement beaucoup plus, en fait. Comment dire, je sais pas comment... Tout ce qui est recherche fondamentale, il n'y a pas de souci. Oui, mais il y a après, quand on approche de choses vraiment concrètes qui vont être déjà sur de l'application produit qui va sortir sur le marché, déjà c'est moins. Oui, mais alors du coup, là, on est effectivement sur un spectre. On va de la recherche fondamentale au développement expérimental. Le développement expérimental, c'est 80 à 90% des crédits impôt recherche en France. Il est sur le développement expérimental. Il n'est pas sur le R de R&D, parce que le R de R&D, c'est recherche fondamentale et ce que j'essaie de dire, c'est que ce qui ne rentre pas dans le scope du développement expérimental, ce que vous n'arrivez pas à mettre dans le périmètre pour créer un pour recherche, ne l'oubliez pas, ne mettez pas quoi. Oui, d'accord, c'est complémentaire. Voilà, je comprends. Okay. Et effectivement, dans le développement expérimental, ça va être éligible jusqu'à ce qu'on arrive à de l'ingénierie classique, du codage éventuellement. Voilà. À l'ingénierie classique, on fait le cut-off. Et là, on n'est plus éligible au crédit impôt recherche. On passe en ingénierie classique où il y a effectivement d'autres moyens de le valoriser, pour le coup, qui sont plus comptables et sur lesquels je connais moins. Oui, alors là, on rentre sur du comptable et du coup, en fait, l'avantage, c'est que comme vous le mettez à l'actif, donc avec votre actif, donc il y a le corporel, l'incorporel, donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais en grande ligne, du coup, ça va être comme de l'équipement, comme un ordinateur, c'est-à-dire que vous pouvez l'amortir sur plusieurs années, c'est-à-dire étaler la dépense comptablement, hein, c'est-à-dire en termes de trésorerie, l'argent, il est sorti. Il y a toujours un écart en fait entre trésorerie et compta. En trésorerie, l'argent, voilà, il est sorti, vous l'avez dépensé, hein, mais en compta, vous pouvez amortir et donc découper cette dépense et l'étaler sur plusieurs années, ce qui a plein d'avantages. Voilà, on peut faire un cours de compta ce soir, mais ça a plein d'avantages. Ça permet d'avoir un meilleur bilan aussi. Voilà. C'était au passage de vous dire qu'en complément, il y a ces autres pas de dispositifs, voilà, possibilités qui. Comptable recherche et aussi pour le coup, on peut aussi amortir de la recherche. Mais ça, c'est vraiment comptable et c'est vraiment des histoires de comptabilité. Moi, sur mes autres sociétés, je n'ai jamais fait appel à des aides. L'imagination, c'est pas en argent. Est-ce qu'il y a des contreparties? Des contreparties au crédit impôt recherche et innovation et statut JEI. Non. Le crédit impôt recherche, c'est des aides qui sont indirectes et qui sont a posteriori. Donc, en fait, c'est des aides sur les dépenses que vous avez eues l'année d'avant, l'exercice fiscal d'avant. Donc, là, par exemple, au 15 mai 2023, on a déclaré le CIR C2I de l'année 2022, de l'exercice fiscal 2022. La contrepartie, c'est d'avoir... en fait, ce n'est pas une contrepartie. Il faut avoir investi. Et le crédit impôt recherche et innovation, dans l'esprit de l'administration, de l'État, en fait, dans l'esprit, c'est l'entreprise, elle prend un risque. Et ce risque, c'est pour favoriser la prise de risque par les entreprises, on va leur proposer un retour sur investissement via ces crédits d'impôt. Et c'est vraiment l'esprit du crédit d'impôt recherche et innovation. C'est l'entreprise, elle prend un risque. Et de toute façon, il a été créé pour ça aussi en 83. Et avec le C2I après, c'était pour élargir le scope et aider un petit peu les PME qui faisaient plutôt de l'innovation que de la recherche. Et vraiment, dans l'esprit, c'est
on veut aider les entreprises à faire de la recherche, on veut voilà, favoriser les entreprises qui font de la recherche et leur permettre alors moi j'appelle ça ce retour sur investissement, c'est ça en fait, vous investissez quelque chose, on sait que dans la recherche, il n'y a jamais de retour sur investissement parce qu'il y a plein de fois où ça n'aboutit pas, et ben, cette prise de risque, on aide via ce crédit d'impôt. Donc non, il n'y a pas de contrepartie, il faut juste faire les choses carrées pour que s'il y a un contrôle, il n'y a pas de redressement. Mais ça, on est là pour ça et il y a des guidelines qui sont là pour ça, quoi, clairement, pour cadrer la chose. Je ne sais pas si en ligne, ceux qui sont encore en ligne sur Zoom, si vous avez fait le diagnostic et si vous avez des questions, vous voulez en parler, n'hésitez pas. Enfin, après, vous pourrez toujours contacter. Enfin, vous aurez les coordonnées, téléphone, mail, vous pourrez contacter en direct. Mais là, oui, quelqu'un voulait parler? Hakim? Oui. Non, pardon, Anaïs. Oui, c'est moi. Je l'ai fait rapidement parce que je n'étais pas très concentrée parce qu'on parlait en même temps. Et je pense, j'ai eu un score assez faible et je pense qu'en fait, il faut que je le fasse avec mon CTO, mon ingénieur, parce que j'ai dû répondre pas forcément. J'ai dû répondre à côté à quelques questions. D'accord. Effectivement, surtout sur le CIR, vous avez fait du crédit, vous avez testé le crédit impôt recherche. Ouais. Voilà, les CTO, les techniques qui ont en général les clés pour ce sujet-là. Ouais. Mais super en tout cas d'avoir créé un tel outil. Merci beaucoup. Merci. Il y a peut-être, je sais pas, vous avez des questions ou par rapport. C'est vert aussi, je vois. Ouais, c'est vrai. Je suis en vert. Donc, sur le C2I. Sur C2I, c'est ça. Ouais. Je teste là-dessus. Ok. Donc, je suppose que ça doit correspondre. Mais ça veut dire que le projet a l'air de bien correspondre aux critères d'éligibilité du C2I. Et donc, potentiellement, il y a des enjeux financiers à aller voir derrière. Donc, vous pouvez faire le test sur les enjeux financiers, pardon. Si vous avez une idée. Après, la société n'est pas créée encore. Il n'y a pas de dépenses pour l'instant. Mais du coup, c'est un bon indicateur, effectivement, pour l'instant, pour dire, bon, là, tel que vous concevez le projet, il y a peut-être quelque chose à faire d'un point de vue C2I. Et du coup, l'intégrer aussi dans votre réflexion de structuration. Et puis, c'est vrai que le crédit d'impôt recherche, crédit impôt innovation, c'est donc des aides qui arrivent a posteriori des dépenses. Par contre, ça se structure dès le départ. Donc, dès le départ, il faut, si ce n'est pas le cas, on peut revenir en arrière, bien sûr. Et c'est le cas de Hakim, je crois, qui a potentiellement du potentiel pour l'année dernière, 2022. Mais c'est bien de cadrer, comment dire, et de former les personnes un petit peu qui sont sur le projet à qu'est-ce que c'est le C2I, pourquoi est-ce que derrière, finalement, ce qu'ils sont en train de faire, ça peut être valorisé. Il peut y avoir un vrai retour sous forme de crédit d'impôt des dépenses qui sont, des projets qu'ils sont en train de faire. Et donc, le prendre dès le départ. Et dès le départ, y réfléchir. Et ça, c'est quelque chose, au début de la société, peut-être qu'on peut en discuter ou voir, voilà, pour structurer ça, pour l'implémenter dans votre esprit d'entreprise aussi pour la suite. Parce que vraiment, c'est un gros plus, ouais. On ne s'est pas présenté avec Alix. On s'est rendu compte de ça un peu, un peu tardivement. On ne s'est pas présenté. Moi, je travaille dans les aides fiscales à l'innovation depuis presque 9 ans maintenant. J'ai commencé sur un gros cabinet de conseil au niveau français, forcément. Et du coup, sur Lyon. Et j'ai rejoint Stéphanie Neuve il y a quelques semaines pour développer la partie justement lyonnaise et la BU lyonnaise des aides fiscales à l'innovation. Et du coup, Alix, pardon. Et oui, du coup, j'ai intégré Self-Innov il y a 1 an et demi et ça fait plusieurs années que j'accompagne les entreprises à trouver des fonds pour leurs projets. Et donc, on est une équipe de 4 aujourd'hui à Lyon. Et là, pour vous accompagner si vous avez besoin. Et juste de formation, j'ai fait de la biologie avant de faire du conseil en financement. Rien à voir, mais quand même juste super passionnant. Voilà. Merci à tous
d'avoir été là. N'hésitez pas à prendre nos coordonnées et puis à nous recontacter si vous avez besoin, si vous avez juste des questions en l'air comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis si jamais vous voulez pousser un peu plus la discussion sur vos projets, bah, vous êtes aussi bienvenus à faire ça. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous avez, en ligne, donc vous n'avez pas de questions? C'est bon? Ouais, Non, pour tout est Merci. très clair. Bon, bah, merci, merci de votre présence ce soir. On vous transmettra les documents, les coordonnées. Voilà, et puis comme ça, si les questions viennent après, n'hésitez pas à contacter directement Fanelli et Alix. Merci encore à tous. Nous allons passer à la deuxième partie avec le petit, Ici, mais à distance. avec les bouteilles. Là. Donc désolé, on aurait aimé que vous soyez là parmi nous. On pensera à vous. Prochaine. Et à très bientôt, à la On est prochaine. avec vous depuis Paris. Merci. Merci Bonne fin de beaucoup. soirée à tous. Au revoir. Au Merci revoir. à vous. Merci Guy. Au revoir. Salut Axel. Salut Hakim. Salut Naïs. Merci à tous.